Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, nous allons discuter de TP numéro 4, le dernier TP à faire jusqu'à la fin de mois de juin. Alors, dans ce TP, nous allons voir 3 points principaux. Oui. On va voir la réponse à une excitation sinusoïdale, la réponse d'un système forcé à 2 degrés de liberté à une excitation sinusoïdale. Ensuite, nous allons étudier les résonances et antirésonances. On va voir ces 2 notions. Et en dernier, on va voir l'influence du couplage sur les fréquences propres. Ça, je vous ai parlé dans le cours, mais je ne l'ai pas fait dans le cours. On va le faire dans le TP. Alors, donc le système équivalent au système, le système électrique équivalent au système mécanique qu'on a vu dans le cours, et se représente de la manière suivante. Donc 2 mailles, comme c'est un système à 2 degrés, donc c'est 2 mailles pour qu'il y ait 2 variables de charge Q1, Q2, de tension V1, V2, proportionnelle à ces charges. V1 égale Q1 sur C, V2 égale Q2 sur C. Et un élément de couplage qu'on a appelé ici C0. Et les autres éléments sont symétriques, la même inductance et le même condensateur. Bon, ça c'est un système forcé, puisqu'on a un générateur ici, un générateur qui va délivrer une tension donc sinusoïdale avec une fréquence qu'on peut régler. Alors, il y a ici, les résistances ne sont pas représentées, mais bien entendu, ils existent, puisqu'il y a les fils, il y a la résistance interne du générateur, les 2 bobines aussi, ils ont des résistances, donc il y a une résistance, et elle est tenue en compte dans les calculs. Alors, on définit aussi le facteur de couplage de la manière suivante. Ça, je l'avais introduit aussi dans le cours. K est égal à C sur C0 plus C. Avec un petit calcul aussi, on peut déduire le rapport C sur C0, puisqu'on en a besoin dans le cas. Alors, maintenant, il faut établir les 2 équations des 2 mailles. Donc à l'aide des lois des mailles, à l'aide de la loi des mailles. Ça, je crois que je l'avais fait aussi. Voilà, je l'avais fait, j'avais commencé dans le cours. Donc c'est facile, hein, on définit le sens du premier courant, le sens du deuxième courant. Ensuite, cette tension-là, elle est égale à cette tension plus cette tension plus cette tension plus cette tension. Donc celle-là, c'est LDI sur DT. Voilà, donc c'est Q1 de points. Celle-là, donc moi ici dans le cours, j'ai représenté la résistance directement comme ça, mais ça revient au même. Donc R fois Q1 point plus 1 sur C0. Ça là, donc c'est Q1. Et là c'est Q2. C'est Q1 moins Q2. Q1 moins Q2 plus celle-là, il y a un seul courant, la seule courant de charge qui passe ici, c'est Q2. Donc Q1 sur C est égal à 0 cos. De la même manière, ici, on établit la deuxième équation. RQ2 RQ2 plus Q2 sur C. Et là, c'est Q2 moins Q2. 1 sur C0. Voilà, donc ça, on sait faire. Maintenant, on arrange un petit peu cette équation, on obtient ces 2 équations. Ces 2 équations sont similaires à ce
aux équations du système mécanique. Il n'y a que les coefficients qui changent. On avait M, on avait R, on avait alpha, etc. Et là, on a des éléments de l'ordre électrique. Si on fait des changements de variables, V1 est égal à Q1 sur C, au lieu d'avoir ces deux équations en fonction de Q1 et Q2, on veut les avoir en fonction de V1 V2, puisque nous on va mesurer V1 et V2 avec l'oscilloscope. Donc, c'est facile, il suffit de remplacer V1 par Q1 sur C. Donc Q1 sera égal à V1 fois C et Q2 sera égal à V2 fois C. Quand on remplace Q1 et Q2 par leurs expressions, on obtient ces deux équations. Donc ça, c'est des petits calculs. Vous faites le TP, ça serait bien si vous les faites. Puisque dans le TP, la première partie à faire, montrer que les équations V1 et V2 les deux équations sont gérées par les deux équations suivantes, avec delta égal et oméga 0 égal. Donc là, je suis en train de vous montrer comment faire. Maintenant, c'est libre à vous. Alors, ici, donc, on transforme V1 avec 2. Maintenant, on va diviser sur LC les deux équations. On obtient comme V1 2 points plus RC. C avec C, ça va simplifier. Donc R sur L. Et là, on aura 1 sur LC, qui est quoi? 1 sur LC, elle est oméga 0 carré. On a oméga 0 carré, on la note. Et aussi, R sur L sera remplacé par 2L. 2 delta. Donc on aura ce paramètre, on verra après. Voilà, il a E0 sur LC, donc E0 fois oméga 0 carré. Voilà. E0 oméga 0 carré, et là le oméga 0 carré qui vient ici parce qu'on a divisé par LC, et là le R sur L c'est le 2 delta, et là il y a la deuxième équation de la même façon. Donc on obtient ces deux équations. Maintenant on aimerait bien, puisqu'on a défini la valeur de K en haut, on a défini qu'elle est égale à C sur C plus C0. Donc on aimerait remplacer ce paramètre et ce paramètre par le facteur de couplage K. Donc avec un petit calcul, donc on va avoir 1 plus C sur C0. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'inverse, est égal à C plus C0 sur C qui est égal à 1 plus C0 sur C. Et là, C0 sur C est égal à 1 sur K moins 1. Qui est égal à 1 moins K sur K. Ok. Et moi j'ai besoin de C sur C0. Donc il faut que j'inverse. Donc C sur C0 c'est K sur 1 moins K. Voilà, donc ça va être remplacé par K sur 1 moins K. Maintenant 1 plus C sur C0, je rajoute 1 à C. C plus 0, C0 plus 1 est égal à, si tu fais ça plus 1, on aura K moins K sur I, donc on aura 1 sur 1. Donc finalement, ce paramètre, c'est 1 sur 1K, et ce paramètre, c'est K sur 1. Et j'obtiens ces deux équations. Voilà, c'est comme ça que j'obtiens ces deux équations. Ce que j'ai obtenu ici, c'est la même chose. C'est que dans le TP ici, on a utilisé la notation complexe, mais on a vu dit E0, E exponentielle J oméga T, c'est pareil que E0 cosine oméga T. Si on utilise la notation complexe, on l'écrit comme ça. Si on utilise la notation réelle, on l'écrit bien. Voilà. On a obtenu ici des équations avec ces paramètres. Donc là, on peut étudier, bien entendu, en fonction du courant E1 et 2. C'est que là, j'ai remplacé, j'ai remplacé Q1 et Q2 par V1 et V2. Et je peux également utiliser les courants à la place du constant. Et si on ne fait pas, et d'ailleurs, il n'y a pas de question. Ça, c'est juste une remarque. Ok.
Donc là, on va passer à la partie suivante. Parce que la première partie, on a dit, on veut étudier l'évolution en fonction du temps. Donc, on en déduit en posant x sur oméga 0 et bêta sur bêta 0, les deux solutions. Mais ces deux solutions, comment on les obtient? Là, c'est pas marqué. Donc ça, on les obtient comme on avait fait en cours. Pour le système mécanique. Voilà. Les deux équations de mouvement. D'abord, on dit que la solution en régime permanent sera une fonction sinusoïdale. Voilà, donc TP, voilà, je les ai notés ici. V1 de t égale V1 exponentielle J oméga t. V2 exponentielle J oméga t. Petit V2, petit V1, grand V1, V2. Ça, c'est les amplitudes V, grand V1, grand V2, c'est les amplitudes, c'est des constantes en fonction de oméga. Et là, petit V1, petit V2, c'est l'évolution en fonction du temps. Et voilà, et là, c'est la force. Exactement pareil. Donc, ces valeurs, ces expressions-là, en les remplaçant dans ces deux équations, on obtient un système algébrique. Le système algébrique, on le résout en utilisant la méthode de Cramer, comme je vous ai montré ici. On trouve les deux expressions en fonction de oméga. Deux expressions en fonction de oméga. Ces deux expressions sont là, c'est cela. Mais seulement ici, on a remplacé dans ces solutions en fonction de oméga, on a remplacé par, c'est juste pour la simplification de l'étude, pour qu'on puisse tracer, etc. Donc on met x est égal à oméga sur oméga 0 et bêta est égal à delta sur oméga 0. Donc, si je les remplace dans des solutions que j'ai obtenues à partir de la méthode de Cramer, j'obtiens ces deux expressions en fonction de x, bêta, etc. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a dans les expressions, il y a le facteur de couplage qu'on a défini, il y a x qui est en fonction de oméga 0 est une constante, oméga sur oméga 0 est égal à la racine de 1 sur racine de LC oméga 0 et bêta est égal à delta sur oméga 0. C'est des constantes. D'accord. Si on fait varier oméga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait varier x. Ça, voilà. Alors ça, c'est l'évolution en fonction de temps. Ça, c'est une fonction sinusoïdale, donc V1 sera sinusoïdale, V2 sera sinusoïdale. Rien de spécial, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est la méthode de Cramer, on trouve facilement les solutions temporelles. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans le système forcé, c'est pas la solution temporelle, parce que, comme je viens de le dire, c'est une fonction sinusoïdale, comme la force, avec la même fréquence de la force. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est les amplitudes. C'est les amplitudes qui sont en fonction de oméga. Ici, dans ce cas-là, ils sont en fonction de x. Donc, je vois. Voilà. Donc, ces amplitudes, on peut les démontrer en suivant la démarche que je vous ai décrite. Donc, on trouve ces deux expressions. On peut répondre à cette question. Cette question, elle dit quoi? Elle dit que montrer que les amplitudes V1 de t et V2 de t tendent respectivement vers cette valeur et cette valeur. Ces deux expressions, les amplitudes de V1 et V2. Les amplitudes sont où? Ils sont 0. Ça, c'est l'amplitude. Et ça, c'est l'amplitude. Fois 0. Ça, c'est 2 fois 0. Donc, V1 et V2 sont les amplitudes. Donc, il faut montrer que V1 tend vers ça et V2 tend vers ça lorsque oméga tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque x tend vers 0. Donc là, c'est facile. Là, vous remplacez x par 0. Vous allez trouver, c'est encore x égale à 0. Qu'est-ce que j'aurai? 1 et là, c'est 0. Donc là, j'aurai finalement en gros k sur 1 plus moins k sur 1
sur 1 moins k plus 1. Et en bas, ça c'est 0, ça c'est 0, donc ici c'est 1 fois, donc voilà, on oublie, donc c'est ça. 2k sur 1 moins k plus, ça c'est 0, donc c'est plus 1, et là c'est ça. Donc en haut j'ai k sur 1 moins k plus 1, et en bas j'ai 2k sur 1 moins k plus 1. Il faut faire un petit calcul, vous allez trouver égal à ça. De la même manière, aussi on peut établir la deuxième expression la deuxième expression, la deuxième limite de vide. En fait, ces deux limites représentent ça. Ça c'est V1, ça c'est V2. La première c'est V1, la deuxième c'est V2. Voilà, très bien. Donc tout ça, il est en train de parler de cette courbe, il dit que ces deux courbes-là représentent V1 sur plus V2. C'est juste pour que le soit normalisé. C'est pareil que le précédent V1 et V2. Alors, en fonction de x, il y a comme f0, pour un système symétrique, il y a un coefficient de couplage k est égal à 0,5. On y observe la présence de deux résonances. Donc ça, on vous dit ici que ces amplitudes, donc là on les a tracées ici, on obtient une courbe comme ça, parce que je l'ai tracée. J'obtiens une courbe comme ça. Cette courbe, on constate, elle est obtenue pour k égale moins 0,5, parce que je crois que les deux amplitudes sont en fonction de k. Il est partout, il est là et donc k est égal à 0,5. Ok. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a deux maximums, les deux courbes présentent deux maximums. Ces deux maximums sont appelés résonance. Donc la première tension ou la deuxième tension passe par deux maximums pour des fréquences données. Alors la première fréquence, la deuxième fréquence, ces deux fréquences s'appellent les fréquences de résonance. On constate aussi que la courbe passe par un minimum entre les deux. Ce minimum-là, il correspond à la fréquence de l'anti-résonance. Ça s'appelle la fréquence anti-résonance. F1, F2, et là c'est F' ou FH. La position de ces deux résonances, bien entendu, dépend bien entendu du coefficient de couplage. Ça veut dire que si je change la valeur de k, ici les courbes changent. Il y a aussi des degrés d'amortissement. Bêta. À delta. Si delta change, les résonances changent. C'est comme on avait vu au premier degré aussi. Parce qu'il y a le bêta. Il est là, il est là. Donc il dépend de k, il dépend de bêta. Donc si on constate que pour les amortissements faibles, les résonances produisent les fréquences F1 est égal à 1 sur I, F est égal à une fréquence propre. Donc on constate que pour les amortissements faibles, à tendre vers 0, on constate que les fréquences de résonance sont égales, sont comme ça. Donc F1 est égal à F 0, F1 est égal à F0, c'est-à-dire oméga égale oméga 0, la fréquence propre qu'on avait notée ici, en gros est égal à 1 sur racine de LC, et F2 est égal à F1 carré fois 1 plus K, 1 moins K. Comment on les obtient? C'est facile, pareil, on revient à la suite des expressions, on remplace bêta par 0, donc là ce terme c'est 0, ce terme c'est 0, et ici j'aurai 1 moins x carré fois 2k sur 1 moins k plus 1 moins x carré. Très bien. Je mets ça, quand est-ce que cette
expression est maximale, c'est lorsque le dénominateur est égal à 0. Donc moi je l'ai fait ce calcul, j'ai fait lorsque je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Delta égale à 0, donc les deux expressions deviennent comme ça. Je l'ai fait uniquement sur la première amplitude. Mais les deux ont le même dénominateur, donc c'est le même raisonnement pour les deux. Alors, ça égale à 0, donc ça j'ai mis bêta égale à 0, donc j'ai ces expressions. Égale à 0, donc j'obtiens ou bien ça égale à 0, ou bien ça égale à 0. Si ça égale à 0, c'est x égale à 1. X égale à 1, معناته oméga égale oméga 0. Ou f1 égale à 0. Si la deuxième est égale à 0, ben je fais un petit calcul, je trouve que f2 est égal. Si je lève au carré, donc f2 carré, donc ce qui est donné dans le TP, c'est le carré. Donc je les obtiens comme ça. Voilà, j'ai obtenu deux fréquences. Ce sont les fréquences propres. Si vous regardez TP numéro 3, c'est les mêmes expressions. Maintenant, pour la fréquence d'antirésonance, je remarque que cette fréquence est minimale lorsque le numérateur est nul. Le numérateur est égal à 0. Je fais un petit calcul. F min est égal à 14. C'est ce qui est donné ici. Donc, ça, c'est la deuxième démonstration. Montrer que dans le cas du faible amortissement, mieux comme ça, pour laquelle on obtient la déviation. Donc, c'est comme ça qu'on met le dénominateur égal à 0. Dénominateur égal à 0. Un numérateur égal à 0 pour que la tension soit minimale. Et on trouve l'expression de f. Très bien. Voilà, on sait comment faire ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la pratique. On va pas faire la pratique, mais si vous pouvez faire la pratique, on va faire comme ça. Pour visualiser V1, on a besoin d'un oscilloscope. Et pour visualiser V2, ici, on a besoin de notre voie de l'oscilloscope. Donc, on le connecte comme ça, l'oscilloscope. La voie 2 ici, la voie 1 ici. Et là, c'est le GPF. Donc, on a deux éléments essentiels. Le GPF qui permet donc de générer le signal. Ça, on a dit, sinusoïdal, il n'y a pas de problème. E0, on le règle. Tout c'est bon, tout marche. Voilà. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier la fréquence d'excitation, X. Et on regarde sur l'oscilloscope, on va raisonner sur une tension. V1. V1, en fonction du temps, on a dit, elle sera comment? C'est une sinusoïdale normale. Mais lorsque je modifie la fréquence, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'amplitude de ce signe, du signal ici, elle est affectée. Elle fait quoi? Elle change. Donc si je commence par une faible fréquence et je augmente, faible fréquence, je regarde la tension ici, c'est un sinusoïde normal avec une amplitude donnée. J'augmente la fréquence, je regarde une sinusoïde normale, je regarde son amplitude augmentée. J'augmente encore la fréquence, l'amplitude augmente, j'augmente encore la fréquence, l'amplitude augmente jusqu'à arriver à un maximum. Si j'augmente la fréquence après, je vois que l'amplitude diminue. J'augmente la fréquence toujours, je suis en train de balayer un intervalle de fréquence, donc j'augmente, à un moment donné, je vois là, l'amplitude diminue cette fois-ci. Elle diminue, jusqu'à arriver à une certaine fréquence, l'antirésonance, ce qu'on appelle l'antirésonance. Après, elle va remonter de nouveau. Si j'augmente la fréquence de nouveau encore, l'amplitude augmente de nouveau. C'est la courbe qu'on avait vue en haut. Ça. J'augmente la fréquence, elle va jusqu'à passer par un nouveau maximum. Si j'augmente la fréquence, je regarde mon signal, je vois l'amplitude diminuer de nouveau. Donc là, je sais que c'est la deuxième résonance. Donc je détecte à chaque fois, donc à la première
Le premier passage par le maximum, je note la fréquence que j'avais. Et lorsque j'arrive à la deuxième maximum, je note. Et lorsque j'arrive au minimum aussi, je note. Donc j'ai les deux fréquences de cette manière. De cette manière, je peux mesurer les fréquences. Donc là, on est en train de mesurer, c'est pas des mesures. Je mesure la première fréquence de résonance, l'antirésonance et la deuxième résonance. On faisait quoi? En faisant varier la fréquence ici, en observant, mesurant à chaque fois l'amplitude de mon signal sinusoïdal. Très bien. Là, c'est un élément avec les paramètres suivants. Donc, vous voyez 39 nanofarads, c'est 0,220 nanofarads. C'est 0 beaucoup plus grand que 39. Étude des courbes de réponse. Les courbes de réponse, donc il n'y a rien à dire, parce qu'on a dit que c'est des fonctions sinusoïdales. Qu'est-ce qu'il y aura comme question? On connecte l'oscilloscope de telle sorte qu'il soit possible d'utiliser alternativement les tensions V1 et V2. On fait varier sur une large gamme de fréquences du signal d'entrée et d'été. C'est ce que j'ai raconté, on modifie la fréquence. Et en observant la forme de V1. Ce qu'on a fait pour V1, on peut le refaire pour V2. Ou alors, pour chaque fréquence, on observe V1, puis après on bascule sur V2. C'est-à-dire on fait les deux mesures à la fois pour une fréquence donnée. En particulier, on met en évidence les deux résonances et l'antirésonance de V1. C'est de la manière que je vous dis. Tracer des courbes de réponse. Donc là, c'est la première partie, c'est fait. La deuxième partie, c'est l'étude des résonances. L'étude des résonances, donc on doit établir des tableaux. Donc le premier, on doit établir un tableau de valeurs. Fréquences, c'est les fréquences qu'on a utilisées et les amplitudes qu'on a mesurées à chaque fois. Ça, c'est les fréquences qu'on fixe dans le GBF et ça, c'est les amplitudes qu'on mesure sur l'oscilloscope à chaque fois. De la même manière qu'on a vu précédemment, dans le carreau multiplié par le calibre qu'on a utilisé à chaque fois, on établit un tableau comme ça. Donc ça c'est un grand tableau, ça c'est la suite. Ça c'est la suite. Donc on vous demande au préalable de choisir 25 parmi ces valeurs, 25 valeurs de tableau. Pour chaque courbe, en justifiant votre choix. Donc V1 c'est la première courbe et V2 c'est la deuxième courbe. On choisit 25 parce qu'il y en a beaucoup plus que 25 ici. Donc on choisit 25. Comment on choisit? Donc ça c'est à vous, c'est-à-dire quand vous voyez que c'est très proche, dans ce cas-là, vous sortez des valeurs. Quand vous voyez que ça augmente vite, là il ne faut pas sauter, il faut prendre des valeurs, etc. Par exemple, je ne sais pas, ici, à la fin, par exemple, ça augmente pas beaucoup. Lorsqu'on voit que ça change pas beaucoup, dans ce cas-là, on peut sauter des valeurs. C'est au départ, on a 0,35, ça augmente pas beaucoup, donc c'est pas la peine de prendre tout. Donc je prends une valeur ici, lorsque je vois, ouais, c'est très proche. Donc là, ça commence. Là, ici, je ne saute pas par deux valeurs, je saute par une valeur. Ensuite, je vois que ça, 3,95, vous voyez, c'est proche, c'est toujours proche. Ouais, enfin, c'est à vous de voir. Lorsque vous voyez que ça change beaucoup, là, il ne faut pas sauter de valeur. Lorsque vous voyez que ça change pas beaucoup, là, vous sautez des valeurs. Je dis, ce que donc j'ai dit, lorsque vous voyez que ça ne change pas beaucoup, là on saute des valeurs. C'est pas la peine de prendre toutes les valeurs. Vous voyez, alors quand ça ne change pas beaucoup. Jusque là, je prends une seule valeur, etc. Là, je prends une seule valeur. Tous les trois, je prends une valeur. Jusqu'à ramasser 25 valeurs du tableau. Voilà. Et vous déterminez pourquoi vous faites vérifier ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, définir les échelles, graduer bien les axes, mettre les unités, les grandeurs, tracer les coordonnées V1 et V2 en fonction
de f. Donc on a le tableau, on peut tracer V1, V2, on va trouver quelque chose comme la courbe de Roussel. Voilà, très bien. Maintenant, on va répondre à cette question. Déduire à partir des graphes la valeur des fréquences de résonance F1 et F2. Donc ça, on peut facilement les mesurer. Ainsi que F1000, on peut les mesurer à partir des graphes, ça, il n'y a pas de problème. F1 correspond au premier max, ça correspond au deuxième max, et là, ça correspond au minimum. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi que les amplitudes respectives. Oui, voilà. Donc les amplitudes respectives aussi. À chaque fois, F1 et l'amplitude. F1, la fréquence. Et l'amplitude. F2, l'amplitude. F1000, et l'amplitude. Donc ça c'est là. Ça c'est là. Puis, estimer les valeurs limites des amplitudes V1 et V2 quand F tend vers 0. Donc oui, là on a le graphe. Si on a le graphe, on peut, si par exemple le graphe s'arrête là, ben, on extrapole un petit peu et on regarde l'intersection avec l'axe des ordonnées. Cette intersection va nous donner la limite de chaque courbe. Donc pour la première c'est V1 et là c'est la limite de V2. Ces deux limites sont égaux à ça, on l'avait démontré théoriquement. Très bien. Donc ça c'est ce qui est dit dans cette deuxième question. Pour estimer les valeurs, puis estimer les valeurs limites des amplitudes V1 et V2 quand F tend vers 0. C'est une estimation parce que c'est à partir des graphes. On calcule le coefficient de couplage en utilisant les différentes relations introduites dans la partie théorique. Voilà. C'est quoi ces expressions? Donc je vais vous les montrer tous. Mais je ne fais aucun calcul, donc je vous montre comment faire. C'est facile, c'est vraiment très facile. Alors la première valeur. La première expression. La première expression, elle est où? Donc ça c'est la définition. Par définition théorique, c'est ça, C sur C0 plus. La deuxième expression, celle-là. On a ici une F2 au carré est égal à F1 au carré. Donc là, si on fait un petit traitement, par la fin de ça pareil, on trouve K est égal à F2 carré moins F1 carré sur F1 carré plus F2 carré. C'est une expression qu'on a déjà. Donc ça, c'est la première expression de K. La deuxième expression, c'est à partir de F1000, ici aussi. Voilà, par la fin de ça, on trouve que K est égal à 1 moins F0 carré sur F-1000 carré. Ça, c'est la deuxième expression. La troisième expression, c'est à partir des limites. Donc, théoriquement, si je divise ça par ça, ça fait ça d'ailleurs, c'est égal à K. Donc, finalement, K est égal à quoi? Est égal à limite de V2 sur limite de V1. Limite de V2, on était sur limite de V1. On avait trouvé ces deux expressions dans la question précédente. Les deux limites. Donc, je divise la deuxième sur la première, ça va me donner K. Donc, j'ai trois façons de calculer K. Donc, c'est ce qui est demandé dans cette question. Calculer le coefficient de couplage en utilisant les différentes relations introduites dans la partie théorique. Donc, calculer la valeur théorique de ces mêmes grandeurs à partir des éléments du circuit. À partir des éléments du circuit. Donc, qu'est-ce que K? On calcule K, on a la valeur théorique de K, donc on peut calculer K. Si je calcule K théoriquement, je peux calculer F2 à partir de K et de F1. Alors, F1, c'est défini. F1, c'est égal à oméga 1 sur 2pi. Et oméga 1, c'est quoi? C'est racine 1 sur racine de LC. J'ai L et j'ai C. Je calcule le oméga 0 qui est lui-même F1. Donc F2, je la calcule théoriquement aussi. Ça, je l'ai théoriquement. Donc, je multiplie par le K théorique lui aussi. Donc, j'ai F2 théorique.
Je peux pareil calculer F1000 théorique à partir de K et de F0. Voilà, donc c'est ce qui est voulu par cette question. Calculer la valeur théorique de ces mêmes grandeurs à partir des éléments de circuit. Et là, on demande de comparer les ensembles de valeurs et de commenter. Alors moi j'ai fait un petit tableau, moi si j'étais vous, je fais comme ça. Et voilà. D'accord. Je fais un petit tableau. Je mets K à partir de F1, F2, K à partir de F1000 et K des graphes, limite de V sur V1 et le K théorique. Et ensuite, à la fin, on nous a demandé de recalculer les F1, F2 et K à partir. Donc, l'expérimentation, c'est ce qu'on a mesuré sur le graphe. Je mets K. K, je l'ai calculé par première méthode, donc je mets la plus proche, théorique. La valeur théorique, elle est là, je la mets. Et le F1 que j'ai calculé théorique, moi je la mets là. F2 théorique, moi je la mets là. Et la dernière ligne, c'est les valeurs que on avait obtenues dans le TP3, TP précédent. TP précédent, système libre à 2 degrés de liberté. je donne le chèque. Très bien. Donc, je note. Voilà. D'accord, donc je reviens, le problème, je reviens sur la deuxième partie, on verra la deuxième. Voilà, alors la deuxième partie, enfin la troisième partie et la dernière, on veut étudier l'influence du couplage sur les fréquences propres. Les fréquences propres, c'est lesquelles? C'est F1, F2. F1 et F2 qui sont, dans le cadre d'un petit amortissement, qui sont très proches et qui sont assimilés aux résonances, aux deux résonances du système forcé. Alors, on veut étudier l'évolution de ces deux fréquences en fonction du facteur de couplage. Le facteur de couplage, vous vous rappelez l'expression, est égal à C sur C plus C0. On garde les mêmes éléments qu'avant, on modifie seulement l'élément de couplage, C0. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on modifie C0 à chaque fois, et à chaque fois, on va mesurer la première et la deuxième résonance. On modifie C0 et on mesure de nouveau les deux fréquences F1, F2 et ainsi de suite jusqu'à rassembler un certain nombre de valeurs, et on peut voir après l'évolution des fréquences qu'on a obtenues à chaque fois en fonction de la valeur de cet élément de couplage C0. Ok. Donc si je modifie C0, qu'est-ce que je modifie? Je modifie la valeur de K. Parce que K est égal à C sur C0, sur C plus C0. Il y a une fonction de C0. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de rajouter une ligne. Puisque j'ai C0, donc à chaque fois je calcule K. Le K est égal à C sur C plus C0, 10. Et là, C0, 15. 22, etc. Et à chaque fois, je mets une valeur. Donc, j'ai une ligne de K. Et moi, j'ai besoin
j'ai besoin de f1 carré, f2 carré, parce que ce qui est demandé, c'est de calculer f1 carré, f2 carré en fonction de k. Donc je rajoute une autre ligne pour f1 et une autre ligne pour f1 carré et une autre ligne pour f2 carré. Donc j'ai besoin de 3 lignes. Une ligne pour k, une ligne pour f1 carré, une ligne pour f2 carré. Le k, il est calculé à partir de son expression. f1 au carré, il est là. f1 carré, il suffit juste de calculer son carré. Et là aussi f2, il suffit juste de calculer son carré. Donc je complète le tableau. Voilà, c'est ce qui est demandé par la deuxième question. Maintenant, tracer sur le même repère, donc je peux tracer f1 carré et f2 carré en fonction de k. Sur le même graphique. J'ai une ligne f1 carré et une ligne de k. Donc je peux tracer f1 carré en fonction de k. Je fais la même chose pour f2 carré en fonction de k. Sur le même graphe, puisque c'est le même axe. L'axe horizontal, c'est k. L'axe vertical, c'est f1 carré et f2 carré. Voilà, il faut bien faire attention à chaque fois, prendre le bon échelle, les graduations des axes, etc. Alors, donner les expressions f1 carré, f2 carré en fonction de k. Donc f1 carré, on va à peu près égal à une constante. Donc ça c'est f1 carré, f2 carré en fonction de k. Ça, moi, je le savais, je comprends ça. L'expression de f2 carré, elle est donnée en haut. Et c'est pas celle-là qu'on veut, à partir du graphe. Donc voilà, c'est à vous, ça je vous laisse à vous. Donner l'expression de f1 au carré et f2 carré en fonction de k. Comparer les résultats avec les prévisions théoriques et discuter. Donc ça c'est un coup de frappe, ouais. Avec les prévisions théoriques. Nous on avait fait quoi en haut? On avait combien? C'est 0, c'est 220 et 39. Donc c'est 39. C c'est la même. Et c'est 0 qui a changé. 220 on est là. On est là, donc ça on avait. Et donc on est là. Il faut comparer les résultats avec les prévisions théoriques et discuter. Il faut le faire. Ok, je vous souhaite bon courage. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur la page Facebook et sur la chaîne vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez par email aussi. Voilà. Et j'aimerais bien que vous faites le Tipeee comme avant les vacances. Comme ça, on aura une chose de faite. Après, on sera plus à l'aise, on aura plus de temps pour travailler. Et c'est bénéfique pour vous. Comme ça, on ne gâche pas le temps. C'est bien, c'est toujours bien d'avoir plus de temps pour travailler après. Il y a ça.